Georges-David Benayoun, je suis avocat au barreau de Paris spécialisé en fiscalité et j'interviens principalement dans des sujets d'expatriation fiscale et notamment vers Israël, mais on a des clients qui partent vers le monde entier. Donc aujourd'hui, le thème choisi avec Rachel concerne les aspects fiscaux des successions entre la France et Israël. Et donc, comme cela est indiqué, on ne va pas commencer par de la fiscalité, on va commencer par du droit civil. Pourquoi du droit civil? Parce que quand vous voyez une déclaration de succession, généralement, les personnes se posent des questions sur la fiscalité, le montant des droits payés. Mais c'est avant tout un sujet patrimonial civil d'application de la loi française. Et donc, le sujet que vous allez avoir, alors que vous ayez un bien uniquement en Israël et que vous soyez résident fiscaux français ou que vous deveniez résident fiscaux israélien, et là, dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est principalement les personnes qui font leur alia, c'est de savoir quel droit va être appliqué. Alors, en droit français, avec le règlement européen du 15 août 2020, 2015, on a le principe des successions internationales. Et donc, on va regarder l'état où le défunt avait sa résidence, ou celle de la nationalité du défunt, ou la loi qu'il a considérée comme applicable. Il se trouve que le droit israélien a reconnu ce droit-là et cette disposition. Donc, il est extrêmement important, et c'est ce que j'ai mis en gros, que lorsque vous arrivez en Israël, généralement dans l'année, que vous puissiez signer un testament. Il va vous prévoir la faculté, l'option pour le droit israélien. Et vous allez donc appliquer dans le droit des successions le droit israélien et pas le droit français. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation où, vivant en Israël depuis de nombreuses années, vous auriez uniquement l'obligation de faire une déclaration de succession française en indiquant la totalité de votre patrimoine, même si vous n'auriez qu'à payer de l'impôt que sur du patrimoine français. Euh, donc, il faut bien distinguer l'application du droit civil avec l'application du droit fiscal. Et c'est pour ça que je le souligne souvent, parce nous, on se retrouve, on intervient sur un certain nombre de donations et successions, et on a ce sujet de savoir quel est le droit applicable. Donc, en plus, en Israël, il n'y a pas beaucoup d'avocats compétents sur l'analyse des dispositions entre la France et Israël, hein. Moi, je vois dans tout Israël, on a, et notamment reconnu par le consulat de France, on a moins de 5 vrais cabinets d'avocats qui sont spécialisés en la matière et qui sont capables de rédiger des vrais contrats, des vrais testaments. Donc, attention à signer un testament pour faire une option et aussi pour pouvoir indiquer des choses à l'intérieur. Souvent, on fait un testament croisé en Israël parce qu'à partir du moment où un des deux vient à décéder, l'autre ne peut plus remettre en cause le testament. En matière fiscale, on a des principes essentiels. C'est-à-dire que dans la mesure où on a une convention fiscale, on va appliquer la convention fiscale. Si on n'a pas la convention fiscale, on va appliquer les règles de l'article 750 et suivant du Code général des impôts. Or, la France et Israël n'ont pas signé de convention fiscale en matière de droit de succession ou de donation. Il faut bien distinguer la convention en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur la fortune, avec le sujet de la convention qui pourrait exister en matière de succession. Alors, le fait que la France n'en ait pas signé n'est pas très étonnant, elle en signe très peu. On a 130 conventions en matière d'impôt sur le revenu, on en a aujourd'hui à peine une trentaine en matière de succession, et principalement avec des pays européens ou d'anciennes colonies. Donc, ça veut dire que vous allez avoir potentiellement un sujet de droit, de double droit entre la France et Israël. Alors, votre chance aujourd'hui, même si tous les ans, les hommes politiques israéliens parlent de droit de succession, c'est qu'en Israël, il n'y a pas de droit de succession. Donc, on ne devrait pas avoir une double imposition. Mais l'article 750 ter du CGI
a un champ d'application territorial qui est très large. On va appliquer les droits de succession français en considérant le lieu de domicile fiscal du défunt ou du donateur, donc c'est-à-dire la personne qui est décédée est en France, même si on a des biens israéliens, succession française, ou de celui du domicile fiscal de l'héritier, du donataire ou du légataire. Vous avez, vous vivez en Israël, vous avez un enfant qui vit en France, lui paiera obligatoirement des droits de succession sur la partie qu'il va recevoir, que ce soit en France ou en Israël. Après, on regarde le lieu de situation des biens meubles ou immeubles. Alors, on va donner tout à l'heure des exemples, mais à partir du moment où les biens meubles ou immeubles sont situés en France, il y a succession française. Que les personnes vivent en France, ça c'est plutôt naturel, mais surtout en Israël. Et quand on parle de biens meubles, ça concerne aussi les créances et les valeurs mobilières françaises ou étrangères. Ne confondez surtout pas la convention en matière d'impôt sur le revenu avec les dispositions en matière de succession. Typiquement, qu'est-ce que je vois chez mes clients? Ils me disent, bon, j'aime pas mettre mes œufs dans le même panier, je veux quand même laisser des liquidités en France. Et puis arrivé à une succession, je vois qu'effectivement, ils m'ont laissé 100 000, 200 000, 500 000 euros en France parce qu'ils n'avaient pas d'imposition sur la fiscalité des placements à ce titre-là, sauf qu'ils ont une fiscalité en termes de succession. Donc, il faut faire très attention. Même chose, en fonction du pourcentage de détention que vous détenez dans une société française, la plus-value peut être taxée en France, si vous êtes ce qu'on appelle majoritaire, alors pour ne pas rentrer dans les détails, c'est plus de 20% ou plus de 10% du capital, ou si vous êtes minoritaire. En matière de droit de succession, que vous ayez une action ou 100 000 actions, vous êtes imposable en France. Donc, la fiscalité, c'est quelque chose de très complexe, et donc chaque loi a son domaine euh, de compétence, son champ d'application. Et il est différent, et ne confondez jamais euh, l'impôt sur le revenu avec les autres impôts. Surtout quand on regarde l'impôt sur le revenu, vous avez un sujet pendant 10 ans qui sera totalement différent. Donc, qu'est-ce qui va se passer en France? Ben, succession en ligne directe, vous avez les taux qui montent jusqu'à 45%. Alors, selon que vous soyez marié sous le régime de la communauté ou de la séparation, alors, petite remarque, c'est pour ça qu'on fait des testaments croisés, parce que le testament croisé va venir souvent limiter ou optimiser l'imposition lorsqu'on est en Israël. Notamment, ce que moi je recommande, et c'est suivi par mes clients, c'est que si vous avez fait votre alia, vous êtes résident fiscal israélien, puis vous avez des enfants qui vivent en France et d'autres qui vivent en Israël. Je recommande que dans le testament, on précise bien que les enfants résidents fiscaux israéliens auront par préférence des actifs israéliens, donc ils ne seront pas impactés par des droits de succession français, et vos enfants résidant en France auront par préférence des biens situés en France. Comme eux doivent payer de la fiscalité, autant qu'ils les payent sur des biens français et qu'ils fassent économiser aux autres de la fiscalité qui ne serait pas due en qualité de résidents fiscaux israéliens sur des biens israéliens. Donc en ligne directe, on a un abattement de 100 000 euros. Ça tourne à zéro tous les 15 ans. Et puis, on a en fonction des liens de parenté des abattements un peu différents, avec des taux différents. Par exemple, entre frères et sœurs, on a 15 932 euros, puis après on passe à 35% de droits directement et très rapidement à 45%. Donc on a neveu, nièce, retraité, puis on a des conjoints avec une exonération totale, et ça c'est plutôt intéressant. Donc on voit qu'on a des taux très élevés. Maintenant, et ça c'est un élément extrêmement important parce que il m'arrive de récupérer des successions où
On a auparavant un avocat israélien qui a réfléchi, qui a fait des simulations, et je leur dis, mais les calculs sont totalement erronés. Ils voient ça d'un œil israélien, mais pas d'un œil fiscal français. Il y a des règles. Comment on va évaluer un bien immobilier? Comment on évalue un bien immobilier de rendement? Si le bien est occupé, on sait qu'on peut mettre un abattement de 20%. Euh, Si le bien est un bien commercial, on va aller utiliser les techniques de l'administration fiscale pour évaluer le bien. Euh, donc, la base, effectivement, si vous avez en banque 110 000 € ou 550 000 €, c'est fixe. Mais si vous avez des valeurs mobilières, donc des titres de société non cotés, ou, et on le voit bien souvent, des biens immobiliers, il y a des règles à respecter et qui vous permettent de diminuer la base imposable. Donc, derrière ce taux qui monte jusqu'à 45%, il faut faire aussi une analyse de votre patrimoine. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va se retrouver avec une application pratique. Premier cas, sont soumis au droit de mutation à titre gratuit les biens meubles. Qu'est-ce qu'on appelle par biens meubles? Généralement les parts de société et les créances. Et parmi les créances, les comptes bancaires ou même les immeubles. Donc, si ces biens sont situés en France, on va avoir obligatoirement une fiscalité française. Si les biens meubles sont situés, par exemple, sont situés en France lorsque ni le défunt ni les héritiers n'ont leur domicile en France, on aura aussi une fiscalité française. Et que vous soyez résident fiscal français ou pas, sur les biens meubles situés en France, compte bancaire dans une banque française. Alors, je ne vous parle pas d'une filiale luxembourgeoise ou suisse d'une banque française. Je parle dans une banque avec un RIB français, d'un bien immobilier ou de part de société civile immobilière, on va avoir une imposition en France. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Ce sont les exemples que je vous donne après. Euh, Premier cas, par rapport à tout ce qu'on a vu. Vous avez un bien immobilier ou des parts de sociétés immobilières situées en Israël qui appartiennent à des résidents fiscaux français. Droit de succession français. Alors, on va peut-être faire sur ce sujet-là un petit stop parce que souvent on vient me voir et on me dit, mais qu'est-ce que je risque si je ne déclare pas? Le problème, c'est que vous risquez de jamais revoir votre bien, il ne va pas bouger et vous allez avoir surtout tous les ennuis du monde. Car aujourd'hui, tout est interconnecté. D'abord, quand on a un bien immobilier, on a souvent un compte bancaire. Donc, il faut faire très, très attention. Et autant dire que lorsqu'on voit certains dossiers, on se rend compte qu'il y a 15-20 ans, avant 2013, les successions n'étaient pas obligatoirement déclarées en France. Aujourd'hui, c'est très rarement le cas. Parce qu'il y a beaucoup de moyens pour récupérer les infos pour la France et de les avoir même automatiquement. Je vous donne un exemple, mais même très basique, sur un résident fiscal israélien qui a fait son alia. Il a été déclaré au niveau des impôts français que la personne était décédée. Les enfants, a priori, avaient considéré qu'il n'y avait pas de succession à ouvrir en France parce qu'ils vivaient tous en Israël et que à peine un an après le décès, donc on va dire 6 mois après la déclaration de revenus actant du décès, puisque le décès est intervenu en fin d'année, l'administration fiscale a écrit, a dit, on a connaissance de comptes bancaires en France et d'autres actifs, pourquoi aucune déclaration de succession n'a été déposée? Au même titre, sur l'immobilier, il faut avoir conscience d'une chose, la boucle sera bouclée lorsque l'OCDE aura fait la même chose qu'en matière de compte bancaire, c'est-à-dire un échange automatique. Et c'est dans les tuyaux et ça peut arriver relativement vite. Donc, attention parce que
euh, lorsqu'on décide de ne pas déclarer, il faut avoir une vision à très long terme. Si vous vous faites attraper dans les 3 ans, 5 ans, ou même avant les 10 ans, ça risque de coûter très cher. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner une information. Euh, Vous savez que la France a mis un peu de temps et a eu du mal à avoir une loi de finances pour 2025. Par contre, il y a certaines dispositions qui n'ont pas posé de soucis. Et pour vous dire comment le sujet des non-résidents intéresse particulièrement la France, la prescription en matière de remise en cause d'une résidence fiscale vient de passer à 10 ans, depuis le 1er janvier 2025. Donc, aujourd'hui, alors, ce qui est un peu amusant, c'est que nous, on voit des dossiers dans le monde entier. Il y a quelques pays avec Israël où on nous pose la question, mais Israël, on nous pose toujours la question de déclarer ou pas déclarer. Aujourd'hui, c'est un non-sens et c'est prendre des risques insensés. D'ailleurs, on va voir après, en matière de donation, on a d'autres sujets. Le sort d'un bien ou de part immobilière situé en France appartenant à des résidents fiscaux israéliens, bah, c'est sur le territoire français, droit de succession français. Et ça se voit relativement vite, la France peut vous rappeler à l'ordre. Sort d'un compte bancaire ou d'un compte de placement situé en Israël appartenant à des résidents fiscaux français ou situé en France appartenant à des résidents fiscaux israéliens, droit de succession français. Donc vous vous rendez compte que vous êtes un peu cerné de toutes parts, et heureusement qu'il n'y a pas de droit de succession en Israël, parce qu'on aurait un système de double imposition qui, là, serait vraiment très, très compliqué. Donc, une fois qu'on a compris qu'on avait des droits de succession importants, bah, la seule solution, c'est anticiper, et anticiper avec des donations. Alors, à ce sujet-là, on a les mêmes barèmes que ce qu'on a vu en matière de donation, de succession. Soit vous faites des donations en pleine propriété, mais ça veut dire aussi que vous allez vous appauvrir, puisque par définition, vous n'aurez plus les loyers qui rentreront ou la possession du bien. Généralement, ce qu'on fait, c'est une donation avec réserve d'usufruit. Et en fonction de votre âge, on va donc avoir une réduction des droits. Alors, plus vous donnez jeune, plus la réduction est importante. Voilà, si vous donnez entre 31 ans et 40 ans, vous avez 70% de réduction. Alors, chez nous, ça n'existe pas de donner à cet âge-là. Même mes clients très riches à cet âge-là, je leur déconseille parce que qui donne s'appauvrit. Et donc, il faut toujours penser à l'avenir. Donc, généralement, on commence à penser à des donations au plus tôt dans la tranche 51 ans, 60 ans, et plus particulièrement entre 61 et 70 ans. Donc, il faut y réfléchir. Il y a d'autres mécanismes aussi que vous pouvez utiliser comme l'usufruit et comme l'assurance vie. Et ce que je voudrais spécifier, qui est quand même extrêmement important, je vois un certain nombre de clients aujourd'hui qui ont des biens en Israël, qui se posent des questions, qui souvent veulent faire des donations. C'est pas parce que si vous faites une donation en Israël et que vous ne la déclarez pas en France, il faut savoir qu'elle est quasiment imprescriptible. Alors vous allez me dire, mais ça n'existe pas, la prescription. Si ça existe parce que on a une disposition très connue en matière de donation qui implique et qui nous gêne, mais qui a une certaine logique, qui explique que le jour où l'administration française a connaissance d'une donation, soit elle prend la valeur du bien au jour où cette donation a été effectuée, par exemple, il y a 2 ans, 15 ans, 10 ans, soit elle prend la valeur du bien au jour où elle a connaissance de la donation. Et donc en Israël, avec l'augmentation du shekel et surtout de l'immobilier, si vous avez fait une donation il y a 15 ans et puis qu'elle se trouve être découverte, notamment au moment d'une succession, bah, l'administration fiscale va pas tenir compte de la valeur d'il y a 15 ans, mais de la valeur aujourd'hui du bien. Ce qui change beaucoup de choses. Donc, si vous faites des donations côté israélien concernant des biens français ou parce que vous êtes résident fiscal français,
je vous conseille de faire le pendant. Alors nous, on intervient beaucoup sur ces sujets-là, notamment pour conseiller parce que en Israël, une donation, c'est souvent une simple page où peu de choses sont dites. Or, il y a un moment, je veux bien qu'on dise peu de choses, mais le droit français est là, donc on a certaines dispositions à indiquer. Voilà sur ce que je voulais vous dire ce matin sur cette présentation et sur cet aspect de la fiscalité.